Est-ce que un Christophe Colomb qui est enfiévré de l'esprit de croisade, qui veut prendre sa revanche sur les musulmans de l'autre côté de l'Atlantique, est-ce qu'il est moins intéressant qu'un Christophe Colomb, héros du calcul et de la froide rationalité de l'Occident qui va prendre pied en Amérique? C'est pas si évident. Au fond, on peut rendre l'histoire tout aussi intéressante et entraînante en la rendant moins mensongère. Ou mensongère, je retire, c'est excessif, mais enfin en tout cas en l'adaptant à notre temps. Bonjour, je m'appelle Patrick Boucheron, j'ai 50 ans, je suis historien, médiéviste même dans le civil. Dans les sciences exactes, l'idée est désormais admise, elle n'est pas reçue par tout le monde, mais elle est admise, que c'est autour de l'expérience, de l'expérimentation, que doit se concentrer, je dirais, la scène pédagogique, pas balancer comme ça des théorèmes, mais comprendre comment se construit une expérience, une hypothèse, une certitude, une connaissance. Bon. Je ne vois pas en quoi les sciences humaines diffèrent de ce modèle. Et c'est même d'ailleurs beaucoup plus immédiatement accessible aux élèves, comprenant que les formes de l'enquête en histoire, elles sont assez peu coûteuses. Du point de vue à la fois à la fois économique et puis du point de vue des connaissances. Paul Veyne, par exemple, le grand historien de l'Antiquité romaine, disait, écoutez, à l'époque, il n'avait pas encore d'ordinateur, il disait, écoutez, moi, l'histoire gréco-romaine, ça tient en une étagère. Hein. C'est les budets, voilà. Aujourd'hui, on dirait un CD-ROM. Hein, c'est-à-dire la patrologie grecque, la patrologie latine, c'est un CD-ROM. Bon. Donc ça veut dire que tout le monde peut y avoir accès d'une certaine manière. C'est un corpus clos. Alors c'est pas tout à fait vrai avec l'archéologie qui augmente ce corpus, mais en gros, l'expérience historique, elle se fait sur un nombre limité de données qu'on peut partager. Et à partir de ce moment-là, il y a là un exercice qui me semble important du point de vue du contrôle démocratique de notre propre savoir, de dire, ben c'est là, voilà, c'est là, et puis il y a un moment donné où si vous avez à parler du baptême de Clovis, eh bien le baptême de Clovis, c'est l'interprétation d'un texte de Grégoire de Tours qui, manque de bol, écrit bien plus tard, et puis on peut ce texte de Grégoire de Tours le confronter à 3 ou 4 autres fragments autour de ce témoignage qui n'en est pas vraiment un, mais c'est tout. C'est-à-dire que le grand spécialiste, l'éminent spécialiste des Mérovingiens, il ne va pas sortir de sa poche un truc que vous ne connaissez pas. C'est là, c'est sur la table. Donc il faut bricoler avec ce qu'on a et il n'y a pas de tour de passe-passe. Voilà. On ne va pas inventer quelque chose d'autre qui donnera à celui qui sait une avance qui est irrattrapable. De même que, évidemment, le scientifique qui, lui, peut bénéficier de l'expérience d'un accélérateur de particules, il peut faire des choses que vous ne pouvez pas faire. Mais là, en histoire, l'avantage, c'est tout est disponible. Donc, par conséquent, je pense très important de considérer que le travail en classe et le travail du chercheur ou de la chercheuse, c'est d'une certaine manière une homologie structurale, on va dire. C'est pas la même chose parce que on peut pas non plus faire de démagogie en disant que tout le monde en est au même point, mais c'est la même procédure. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qui est, à mon avis, au cœur du projet de l'école. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il faut accepter que l'enseignant se livre tel qu'il est avec les limites de son savoir et avec des méthodes qui sont partageables.